Pharmelia, le magazine de votre Capital Santé, en partenariat avec Biogarant, vous présente le Rendez-vous Santé. Bonjour à vous, soyez les bienvenus dans ce nouveau Rendez-vous Santé sur Alsace 20. Aujourd'hui, une thématique qui nous concerne tous, le médicament générique. Qu'est-ce qu'il a changé dans nos vies? Qu'est-ce qu'il a changé dans nos comportements de malades, de patients? Tout ça, nous allons le découvrir aujourd'hui avec vos spécialistes. Jean-Luc Bury, bonjour. Bonjour Pierre. Vous êtes le directeur de Califarm. Pierre-Xavier Franck, bonjour. Bonjour Pierre. Directeur de Pharmelia. Et nous accueillons aujourd'hui Stéphane Gauer. Bonjour. Bonjour Pierre. Vous êtes pharmacien au nord de Strasbourg. Tout d'abord, Pierre-Xavier, l'histoire du générique, c'est pas apparu comme ça. Qu'est-ce que c'est un générique? Alors, le médicament générique, c'est une spécialité qui a une composition qualitative et quantitative identique en principe actif par rapport au médicament original. D'une part, une même forme pharmaceutique aussi, c'est-à-dire si mon médicament original, mon médicament princeps, comme on les appelle, est un comprimé, mon générique est un comprimé. Et enfin, la bioéquivalence a été établie entre le générique et le princeps. La bioéquivalence, c'est quoi? C'est l'équivalence des biodisponibilités. La biodisponibilité, c'est quoi? C'est l'arrivée du médicament dans l'organisme. Donc en gros, c'est pareil. C'est pareil, c'est tout pareil. Bon, première réponse, mais la chronologie a été un peu compliquée pour l'arrivée du générique. Jean-Luc, vous pouvez nous raconter un peu l'histoire? La France était en relatif retard par rapport aux autres pays européens, et d'ailleurs elle l'est toujours, puisqu'on n'a qu'à peu près 25% des médicaments qui sont actuellement en générique par rapport à d'autres pays européens où ça grimpe parfois à 50 ou 60%. Mais le début a commencé, c'est assez étonnant, avec l'arrivée d'un médecin au ministère de la Santé, c'était Bernard Kouchner, environ de 1999-2000, et c'est là que tout a démarré. Il avait d'ailleurs demandé à ses confrères médecins de prescrire en dénomination commune, c'est-à-dire le nom de la molécule. Les médecins ont refusé. Il a donc donné aux pharmaciens le droit de substituer, de remplacer le médicament prescrit par un médicament identique, médicament générique. Mais je suppose que le remplacement du princeps est très réglementé en France. Alors c'est hyper réglementé, le pharmacien ne fait pas ce qu'il veut, il a plusieurs règles. La preuve en est, c'est qu'effectivement, vous voyez là, je vous ai apporté ce qui était sorti à l'époque sur le guide juridique du droit de la substitution. Il est toujours dans ce cadre-là, il ne fait pas ce qu'il veut. Il est encadré également dans ce qu'on appelle le cadre de la substitution. Comme le disait Pierre-Xavier avant, il ne peut pas donner un médicament en dehors du cadre légal de la substitution. Il doit choisir dans des listes et il ne peut pas sortir de là. Le seul moment où il ne substitue pas, c'est lorsque le médecin, pour des raisons avec le client, met en toutes lettres non substituable. Il ne peut pas non plus substituer lorsque, pour des raisons économiques parfois, certaines molécules ne figurent pas dans ces listes de substitution, par exemple le paracétamol. D'accord, très bien. On entend beaucoup de choses sur Internet, on lit beaucoup de choses. Vous-même, vous l'avez peut-être vu, Stéphane, Pierre-Xavier, il y a quand même pas mal de gens qui sont contre le générique. Votre avis? Alors c'est vrai que j'exerce au comptoir, au contact des patients, et il nous arrive avec mon équipe à faire régulièrement face à des situations de défiance par rapport aux médicaments génériques. Sous prétexte que c'est moins cher, est-ce que c'est véritablement la même qualité? Il faut savoir que 90% des médicaments génériques sont fabriqués en Europe, selon les mêmes critères qualitatifs que les princeps, et ce n'est pas parce que c'est moins cher que c'est moins bon. Il faut d'ailleurs savoir que les pouvoirs publics fixent le prix des médicaments. On n'est pas dans une logique de prix de marché, et la qualité est donc la même. Et c'est vrai que nous rendons également nos patients attentifs au fait que beaucoup de messages qui circulent sur Internet, sur les forums, ne sont pas exacts. Oui, c'est important de le préciser. Ne croyez pas tout ce que vous lisez sur Internet, demandez à votre pharmacien. Pierre-Xavier, votre avis? Moi, je parlerai essentiellement de l'industrie pharmaceutique. Je veux dire, l'industrie, c'est quelque chose de très contrôlé. Le médicament générique, tout comme le médicament princeps, il a une AMM, une autorisation de mise sur le marché. C'est un gros dossier qui récapitule sa forme, toutes les conditions d'exigence finalement qu'on peut lui fixer, qu'on peut en attendre. Il va y avoir des prélèvements effectués à chaque étape de la phase de production du médicament. Les conditions d'exigence de la production du médicament générique sont les mêmes que celles pour le médicament princeps.
je dirais, voilà, il n'y a pas d'inquiétude ou il n'y a plus d'inquiétude à avoir sur ce médicament aujourd'hui en 2016. Et justement, Stéphane, au niveau industriel, est-ce que les industries pharmaceutiques font des efforts pour le générique? Absolument. Enfin, les fabricants de médicaments génériques ont beaucoup travaillé la qualité du boitage dans un premier temps, pour améliorer la lisibilité sur la forme pharmaceutique, le moment de la prise, des codes couleurs adaptés en fonction des familles de médicaments. Pour ce qui est de la mise en forme, alors qu'est-ce que c'est? Un principe actif, on ne peut pas le prendre tel quel. Si vous avez 500 mg de paracétamol, vous ne pouvez pas les mettre sur un bout de cuillère et les avaler. Il y a donc tout un travail de mise en forme, comprimé, pommade, etc., sirop, qui fait appel à des excipients. Les excipients sont des substances qui sont neutres par essence pour permettre cette transformation. Il arrive cependant que certains excipients peuvent avoir ce qu'on appelle un effet notoire chez certaines personnes, des réactions d'allergie ou de sensibilité particulière. Eh bien, les industriels du générique sont actuellement très vigilants à utiliser soit moins d'excipients à effet notoire que les fabricants de princeps originaux, voire même pas du tout. Nous avons parlé au début de la bioéquivalence. Alors comment est-ce qu'on peut être sûr de cette bioéquivalence entre un médicament classique et un générique? L'actualité nous a montré comment on étudiait un médicament auprès d'un certain nombre de sujets qui avaient été sélectionnés. L'actualité qui a été un petit peu chaude et dure pour certains. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend une dizaine de patients, une dizaine de personnes, on va les mettre dans des conditions idéales, en clinique, en hôpital, etc. Et on va leur faire ingérer le médicament de référence. Donc derrière, on va mesurer leur concentration, je vais faire ici une courbe, leur concentration en fonction du temps, concentration dans le sang. Donc on va ingérer ou donner ce médicament princeps de référence à cette dizaine de malades et on va mesurer la concentration dans le sang. Il va donc apparaître une courbe en fonction du temps que je vais dessiner ici en vert qui est le médicament de référence. On va reprendre un peu plus tard les mêmes patients, la dizaine, dans les mêmes conditions, et on va leur donner le médicament générique à consommer avec mesure de la concentration du médicament dans le sang. Va apparaître une courbe que je vais mettre ici en rouge et qui va être quasi identique à celle de référence, avec parfois quelques variations qui sont dans le cadre tolérable. Lorsque la courbe verte est proche de la courbe rouge, on va dire qu'on est en bioéquivalence. On considère que la concentration dans le sang représente une certaine efficacité du médicament, donc on parle de bioéquivalence et donc on considère que le médicament est efficace de la même manière. Mais alors, si c'est efficace pareil, que c'est moins cher pour la société, pour la caisse primaire d'assurance maladie, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas des génériques arriver en même temps que les médicaments officiels? Ça, c'est à cause du brevet. Alors, pour vous illustrer un petit peu ce qui se passe en pratique, il faut que je vous parle du parcours du médicament, de sa vie. Et pour cela, on a ramené quelques éléments qui vous illustrent ce qui se passe en pratique. Au tout début, on va avoir un ensemble de molécules. Les chercheurs travaillent sur plusieurs centaines de molécules différentes. Elles sont illustrées ici par ces billes. Il va y avoir une quinzaine de ces billes qui vont être sélectionnées, donc quinzaine de médicaments sélectionnés pour être testés dans les essais précliniques. Ouais. Ces essais précliniques sont menés sur des cellules, etc., animales, etc. Dans des tubes, on a de l'in vitro, donc des tubes, mais aussi de l'in vivo, donc des petits rongeurs, etc. Ensuite, de cette quinzaine de molécules, il va y avoir une sélection d'à peu près 4-5 spécialités qui vont pouvoir être testées chez l'homme. On connaît déjà l'efficacité du médicament, du moins on la devine, on a une idée de la dose toxique, des effets indésirables potentiels, et donc finalement on sélectionne ici 4-5 molécules testées chez l'homme, mais au final, de ces molécules-là, il n'en restera qu'une seule qui deviendra donc le candidat médicament. Le candidat médicament, c'est, après bien des efforts, une seule bille qui va rester et qui va être commercialisée, mise sur le marché. Alors, c'est très cher. C'est très cher. Forcément, ça coûte
parfois des centaines de millions d'euros, c'est vraiment très cher, et surtout c'est très long. Le brevet, il est mis en place ici, lorsque la quinzaine de molécules a été identifiée. Il dure 20 ans, sachant que pour pouvoir sortir le médicament sur le marché, le laps de temps qui s'écoule est évalué à une dizaine d'années. Ce qui veut dire finalement que le médicament, une fois sur le marché, il est protégé uniquement pendant 10 ans. Et à la fin de ces 10 ans de présence sur le marché, le brevet tombe dans le domaine public et donc d'autres façonniers peuvent exploiter cette molécule. Résultat des courses, plus besoin de faire de recherche, forcément, et donc des coûts qui diminuent. C'est pour ça que le médicament générique coûte moins cher que le princeps, et non pas parce qu'il aurait une qualité moindre ou je ne sais quoi. Merci beaucoup pour ces explications, Pierre-Xavier. Stéphane, en officine, comment vous présentez le médicament générique par rapport à son princeps? Vous l'expliquez comment à vos clients? Eh bien, nous insistons sur le fait que l'équivalence avec le princeps en termes d'efficacité est totale. Nous aidons le patient à comprendre le traitement en l'identifiant par rapport au princeps qu'il a peut-être déjà eu, en indiquant sur le boitage le nom commercial de la spécialité de référence. Très bien. Voilà. Et ça suffit, il n'y a pas trop de freins au niveau de vos clients? Ça suffit, ça suffit. Alors, nous insistons vraiment sur la validation de la compréhension, pour éviter surtout que, dès lors qu'une boîte resterait à la maison, il y ait une prise double. D'un côté, le princeps, identifié par le nom de marque, et le médicament générique identifié par la DCI, la dénomination commune internationale. Le fait de bien préciser sur le boitage du générique la correspondance permet d'éviter ces risques. Très bien. Et Jean-Luc, on a beaucoup entendu dire que le générique allait tuer la recherche. Pour le futur du médicament, de la recherche, qu'est-ce que vous en pensez? Alors d'abord, il y a les faits. Les faits sont les suivants, c'est que les pays où le générique est le plus développé, ce sont aussi les pays où la recherche est le plus développée. Je veux pour exemple l'Allemagne, le Japon, les États-Unis, où le générique est fortement développé. Pour une simple raison, c'est lorsque vous avez, comme l'a montré Pierre-Xavier, développé une molécule, et que si vous n'avez pas de concurrence sur cette molécule, pourquoi voulez-vous, entre guillemets, vous casser les pieds à inventer autre chose, puisque vous seriez détenteur de la molécule pendant une centaine d'années? Non, c'est tout le contraire. Vous êtes obligé d'innover, puisque la molécule que vous avez inventée va tomber dans le domaine public. Donc au contraire, c'est dans les pays où il y a le plus de génériques, où il y a le plus de recherche. D'ailleurs, la France, qui a été relativement plane sur ce sujet il y a encore 10-20 ans, commence à découvrir des nouvelles molécules parce que le générique s'est mis en place depuis une dizaine d'années. Donc c'est juste l'inverse qui se passe aujourd'hui. Et puis d'ailleurs, ça ne développe pas que la recherche, ça permet aussi de mieux soigner dans des pays émergents. Par exemple, le générique a permis de beaucoup mieux soigner et beaucoup moins cher le sida dans certains pays africains. Donc c'est une chance d'avoir le générique. Que du bénéfice pour le moment. Et dans les hôpitaux, Pierre-Xavier? On retrouve le générique en milieu hospitalier. Le médicament générique aujourd'hui est utilisé y compris pour traiter des pathologies lourdes. On en parlait à l'instant, le sida par exemple. On retrouve le générique en cancérologie. On retrouve le générique dans les greffes aussi. Bien souvent, le patient est à l'hôpital, il prend un médicament générique, mais il ne le sait pas. Donc voilà, il est vraiment partout et il traite des maladies graves. Et économiquement, Stéphane? Économiquement, le bénéfice pour la collectivité est très important. Sur 2015, les économies réalisées grâce aux médicaments génériques représentent 1 milliard d'euros. C'est beaucoup. Ces sommes permettent d'être affectées à des traitements beaucoup plus coûteux, qui sont innovants. Et de ce fait, le générique contribue à l'amélioration de la prise en charge des traitements et l'innovation thérapeutique. Merci à vous tous pour vos réponses. J'espère que vous aurez une meilleure confiance dans le générique si ce n'était pas le cas et que vous avez tout compris sur l'établissement des médicaments, la recherche fondamentale pour vous soigner. Vous retrouverez bien sûr dans les officines et les pharmacies proches de chez vous le magazine Pharmelia. Vous pouvez également poser vos questions sur le site pharmelia.fr. N'hésitez pas, des professionnels de la santé sont là pour vous et nous allons vous retrouver dans une prochaine émission du Rendez-vous Santé sur Alsace 20. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.
Pharmelia, le magazine de votre Capital Santé, en partenariat avec Biogarant, vous a présenté le Rendez-vous Santé.